Nous avons vu dans la première vidéo que contrairement à la définition du Larousse, l'inflation ne correspond pas à une hausse de tous les prix de tous les produits existants. L'inflation est la hausse du prix du panier de consommation moyen des Français calculé par l'INSEE. Le prix de ce panier augmente lorsque certains produits augmentent de prix, mais pas forcément tous. Il peut même y avoir des prix qui baissent pendant qu'on parle d'inflation. Nous avons également vu que puisque personne ne consomme la même chose, le prix de ce panier moyen ne correspond à personne en particulier. Et donc, absolument personne ne ressent la même inflation que son voisin. Par exemple, ceux qui travaillent et vont prendre la voiture tous les jours pour aller travailler vont ressentir une inflation beaucoup plus forte lorsque le prix de l'essence augmente que les retraités qui n'ont pas besoin de leur voiture. Retraités qui sont majoritaires parmi les votants aujourd'hui et donc ont un poids décisionnel beaucoup plus fort pour choisir les politiques. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu que les prix ne varient pas tout seuls, et bien souvent les hausses de prix sont dues à des décisions politiques, comme dans le cas de la hausse du prix du tabac ou de la hausse du prix de l'énergie. Mais parfois, ces hausses de prix sont dues à des monopoles privés qui profitent de leur monopole pour s'en mettre plein les poches. Nous avons détaillé l'exemple de l'essence, où l'État décide de mettre en place une taxe carbone qui va faire payer plus cher les consommateurs et notamment les Français, pour ensuite se servir de cet argent pour faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir ce qu'il est possible de faire en cas d'inflation et les conséquences des différentes solutions proposées. La plupart des médias et des politiques proposent de lutter contre l'inflation. C'est un peu la même chose que lutter contre un virus et ça va avoir les mêmes effets. La situation économique des Français va juste empirer. Les politiques qui se battent contre des indicateurs ne se battent pas pour le bien-être de leur population, surtout quand ces indicateurs ont été construits pour favoriser le monde de la finance. Nous avons vu que les prix qui augmentent sont soit du fait de lois, soit du fait d'effets d'aubaine de grands groupes puissants. L'inflation n'est donc pas quelque chose d'abstrait. Il n'y a pas d'augmentation générale des prix due à un phénomène économique très complexe. Il n'y a que des hausses de prix particulières décidées par des profiteurs ou des politiques et qui rendent la vie plus chère. Il arrive que certaines hausses de prix, notamment dans le domaine de l'énergie, se répercutent sur tous les autres produits qui en dépendent. Il est extrêmement rare que les économistes de plateau présentent cet aspect pourtant très simple des choses. La plupart du temps, ils se réfugient derrière des théories économiques complexes pour expliquer l'inflation, notamment la théorie de la monnaie. Selon eux, s'il y a de l'inflation, c'est parce qu'il y a une trop grande quantité de monnaie en circulation. Pour comprendre ce concept, modélisons notre société comme le font les économistes en partant du modèle le plus simple. Il y a trois acteurs différents dans l'économie, les habitants, les entreprises et l'État. Ces trois acteurs échangent de la monnaie. L'État reçoit des taxes et des impôts et distribue des aides aux deux autres. Il paye des fonctionnaires et achète des prestations. Les entreprises versent des salaires aux habitants qui achètent ces produits. L'idée des économistes est que les États auraient fait trop de dépenses, donc ils auraient distribué trop d'argent partout. Les habitants et les entreprises ont donc un surplus de monnaie. Comme plein d'argent circule partout, les entreprises pensent alors que l'argent ne vaut rien, que les acheteurs ont des facilités de paiement et donc ils montent leurs prix. Cette montée des prix va se répercuter sur les taxes et impôts des entreprises, puis sur les salaires des habitants, et donc sur les taxes et impôts des habitants. Finalement, tous les échanges économiques ont augmenté sans produire plus, mais uniquement par la baisse de la valeur de la monnaie. C'est cette baisse de la valeur de la monnaie qui serait, selon ces économistes, à l'origine de l'inflation. Les économistes de plateau de télévision veulent absolument éviter cette inflation. Ils prétendent qu'il faut absolument éviter que la monnaie baisse de sa valeur. Ils préconisent alors la privatisation des services publics, la baisse des impôts et la baisse des dépenses publiques. Comme d'habitude en fait. Ils préconisent toujours les mêmes recettes qui ont montré qu'elles avaient empiré la situation toutes les fois précédentes. Faisons une parenthèse sur la théorie économique afin de montrer que les économistes de plateau, en particulier les néolibéraux, ne sont pas un paradoxe près. Dans la théorie néolibérale, le marché trouve son équilibre naturellement et tout seul. C'est pour cette raison que les néolibéraux veulent supprimer toute intervention publique. Si vous voyez un économiste dire qu'il faut supprimer des services publics et limiter les investissements de l'État, alors c'est qu'il croit à cette théorie de l'équilibre du marché. Il défend la thèse que le marché trouve son équilibre de manière plus optimale et plus rapide que lorsqu'il y a des interventions de l'État. Or, si on se place dans cette théorie, on se fout complètement de la valeur de la monnaie puisque le marché s'adapte et donc que les prix s'adaptent. Si certains produits disparaissent parce qu'ils n'étaient pas adaptés à la variation des prix, alors c'est juste qu'ils n'étaient pas indispensables. En conséquence, un vrai économiste libéral ou néolibéral ne luttera absolument jamais contre l'inflation.
Si vous en voyez un qui affirme qu'il faut supprimer les investissements de l'État ou diminuer les services publics pour lutter contre l'inflation, alors il n'a soit absolument rien compris à la théorie, soit il est juste en train de vous mentir. Il se sert de l'inflation pour imposer son idéologie, mais c'est une fausse excuse. Pour finir sur la théorie de la monnaie, il est assez paradoxal de constater que ces économistes libéraux néolibéraux aient autant insisté pour faire disparaître les banques centrales au sein de chaque pays, pour ensuite remplacer ces banques centrales nationales par des organismes contrôlés par une oligarchie non élue comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. S'ils croyaient vraiment à leur propre théorie, ils n'auraient pas autant insisté pour déposséder les États de leur faculté à gérer eux-mêmes leur propre monnaie. Comme d'habitude, la belle théorie ne sert qu'à impressionner les gueux et la caste au pouvoir ne prend absolument que ce qui l'arrange. Supprimer les investissements d'État et les services publics, oui. Laisser au peuple le contrôle de la monnaie, non. Revenons à notre inflation et faisons la supposition que ce serait bien un excédent de monnaie qui serait à l'origine d'une hausse générale des prix, donc ce qu'on appelle l'inflation. On aimerait alors que ces mêmes économistes de plateau nous expliquent comment cette monnaie est arrivée sur le marché, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut savoir que toute la monnaie qui circule est créée par la dette. C'est la dette qui crée la monnaie en circulation. Quand un État, une entreprise ou un particulier contracte un crédit auprès d'une banque, il crée de la monnaie. Le langage courant a tendance à utiliser le mot emprunt à la place de crédit, mais c'est une erreur. On n'emprunte rien, on crée de la monnaie. En effet, quand vous contractez un crédit de 100 000 euros pour acheter une maison, vous n'empruntez d'argent à personne. La banque vous verse 100 000 euros et cet argent vient de nulle part. Il est créé pour cette occasion. On appelle cela ex nihilo pour dire du néant. La banque va juste inscrire dans ses lignes de compte qu'elle doit récupérer ces 100 000 euros créés pour l'occasion. Ces 100 000 euros vont circuler dans l'économie le temps que vous remboursiez cet argent. Le rôle de la banque est de vous faire rendre petit à petit ces 100 000 euros, ce qui détruit la monnaie au fur et à mesure. Pour que l'économie puisse fonctionner, il faut donc qu'il y ait en permanence tout un tas de crédits en cours de la part des particuliers, des entreprises ou des États. Il y a donc en permanence beaucoup de dettes. La dette forme le socle de la monnaie qui est en circulation. Tous les politiques ou prétendus économistes qui demandent à l'État de faire des efforts pour rembourser la dette n'ont absolument rien compris à l'économie. Toute la monnaie créée par l'État provient de la dette depuis la loi de 1973 en France et plus tard le traité de Maastricht en Europe. Avant 1973, l'État français pouvait créer de la monnaie sans dette et sans dépendre du monde de la finance, donc sans subir ses cas de volonté, plus maintenant. Pour être parfaitement précis, c'est un tout petit peu plus compliqué, car avant 1973, il y avait quand même un peu de recours au marché financier pour certaines dépenses, au-dessus de 1 milliard de francs chaque année, et la loi de 1973 n'a pas complètement interdit la création monétaire, mais l'a fortement limitée pour empêcher l'État d'y recourir. Donc les objectifs étaient là. Et c'est le traité de Maastricht qui l'a vraiment interdit. Pour en savoir plus sur la dette, vous pouvez regarder la première vidéo dédiée diffusée sur notre chaîne. Pour faire bref, si on veut savoir pourquoi il y aurait trop de monnaie en circulation, il faut regarder qui a créé de la dette et pourquoi. Sur le site de l'INSEE, nous pouvons voir l'évolution de la dette française depuis le début des années 2000. On peut constater qu'elle a augmenté très fortement à deux moments très précis. Le premier en 2009, pendant la crise économique des subprimes. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait choisi de sauver les banques françaises qui avaient fait de la spéculation sur des marchés pourris en contractant 600 milliards d'euros de dettes. Tout cet argent est resté sur les marchés financiers. Les Français n'en ont pas du tout profité. On constate que ça n'a pas été suivi d'inflation des prix des biens de consommation. On voit ici l'exemple parfait que l'inflation n'arrive pas à cause de l'augmentation de la quantité de monnaie. Il faut cesser d'affirmer cela comme si c'était une vérité immuable. Cette expérience montre définitivement que c'est faux. À la rigueur, on pourrait dire que ce serait à cause de l'augmentation de la monnaie qui circule dans l'économie réelle. On peut créer autant de monnaie qu'on veut, si cette dernière est accaparée par les ultra-riches ou les marchés financiers, comme en 2009, alors les vrais gens n'en voient absolument pas la couleur, restent pauvres et il n'y a pas d'inflation. En revanche, à partir de cette période, les marchés financiers, au lieu de s'effondrer, ont continué d'engranger d'énormes bénéfices. Ils sont devenus tellement voraces qu'ils ont même commencé à pomper l'argent de l'économie réelle, faisant peser le risque d'une déflation. Cela à tel point que la BCE a commencé à les arroser de milliers de milliards d'euros appelés quantitative easing.
En effet, les escrocs surpuissants qu'on appelle marchés financiers ne sont pas soumis à la vraie loi du marché, ils font directement la loi au point de faire que la BCE les arrose de pognon. Les marchés financiers forment aujourd'hui une énorme bulle artificielle qui ne repose sur rien. Exactement comme la crise des subprimes, en pire. Ce sont des milliers de milliards d'euros sans aucun rapport avec l'économie réelle, et tout cet argent donne un pouvoir absolument monstrueux à la finance. La seconde augmentation de la dette a lieu à partir de mars 2020, au moment de la politique du quoi qu'il en coûte du gouvernement d'Emmanuel Macron. Les centaines de milliards d'euros de la politique sanitaire et du plan de relance des entreprises ont fait exploser une fois de plus le nombre d'euros en circulation. Cette fois-ci, cet argent a en partie fini dans l'économie réelle, permettant à quelques acteurs de s'enrichir énormément, notamment les laboratoires pharmaceutiques. L'inflation que nous vivons a lieu bien après cette injection de monnaie dans l'économie. Il n'y a pas de causalité directe. Nous constatons aujourd'hui que le pouvoir d'autres acteurs a fortement augmenté, leur permettant de faire monter leurs prix pour récupérer une plus grosse part du gâteau. D'ailleurs, les entreprises du CAC 40 ont versé des dividendes records à cette occasion fin 2021. Dans aucun cas, l'émission de monnaie n'a eu pour origine des investissements d'État ou la mise en place de services publics. Il s'agissait toujours de monnaie créée par la dette à destination des financiers ou des grosses entreprises. Ce sont toujours les mêmes qui se sont gavés. Une fois l'argent de la dette dans la poche des copains, les politiques et économistes de plateau versent des larmes de crocodile pour annoncer aux citoyens qu'ils doivent faire des efforts, travailler plus longtemps et que c'est la fin de l'abondance. Plus c'est gros, plus ça passe. En théorie, en cas d'inflation, il existe un certain nombre de mécanismes pour protéger la population. Aux États-Unis, le marché du travail est très volatile et les contrats se rompent facilement. Et bien souvent, en cas d'inflation, on arrive très rapidement à la formation de la boucle prix-salaire. Cela signifie que les salariés rompent très facilement leur contrat pour chercher un nouvel emploi mieux payé, donc avec un plus haut salaire. Et cela fait augmenter les salaires. Les articles de presse qui se plaignent des augmentations des salaires sont des articles de presse destinés aux investisseurs et pas aux salariés. En France, les contrats de travail sont beaucoup plus rigides et donc la boucle prix-salaire met beaucoup plus de temps à se mettre en place. En contrepartie, depuis 1970, le SMIC est rehaussé chaque année de l'inflation calculée par l'INSEE, inflation hors tabac. Et les années où l'inflation est très forte, on augmente le SMIC même en cours d'année comme ça s'est passé ici en 2022. Actuellement, sur les plateaux télé, on assiste à la bataille classique entre les économistes qui disent qu'il faut augmenter les salaires et leurs opposants. Pour savoir qui a raison, prenons le cas d'un salarié qui gagne 2 000 € par mois et qui dépense tout son argent pour vivre chaque mois. S'il y a une inflation de 10%, il aura besoin de 2 200 € par mois pour maintenir son train de vie. Si son salaire augmente de 10% au même rythme de l'inflation, alors rien ne change dans son pouvoir d'achat. On peut faire exactement le même raisonnement avec une entreprise qui chaque mois gagne 2 millions d'euros et dépense 1 million d'euros en salaire et 1 million d'euros en matières premières. En cas d'inflation, si elle augmente ses prix de vente à la même hauteur que ce qu'augmentent les salaires et les matières premières, c'est complètement transparent. Plaçons-nous maintenant dans le cas où un salarié a contracté un crédit pour acheter sa maison. Il gagne 2 000 € par mois, rembourse 500 € de crédit par mois et dépense 1 500 € pour ses consommations. Il y a 10% d'inflation et autant d'augmentation de salaire. Il gagne 2 200 €, rembourse toujours 500 € par mois pour son crédit, car les crédits n'augmentent pas avec l'inflation, et dépense 1 650 € pour vivre. Au bilan, il lui reste désormais 50 € chaque mois. Son pouvoir d'achat a augmenté avec l'inflation grâce à la boucle prix-salaire. Nous pouvons faire exactement le même raisonnement avec une entreprise qui a contracté un crédit pour faire un investissement. Une entreprise qui chaque mois gagne 3 millions d'euros, dépense 1 million d'euros en salaire, 1 million d'euros en matières premières et 1 million d'euros en remboursement de crédit. En cas d'inflation et de hausse de salaire de 10%, si elle augmente ses prix de vente de 10%, elle va gagner 3,3 millions d'euros, dépenser 1,1 million d'euros en salaire, 1,1 million d'euros en matières premières et toujours 1 million d'euros en remboursement. L'inflation lui a dégagé une marge de 100 000 euros. En conclusion, lorsque la boucle prix-salaire se met en fonctionnement, alors l'inflation est complètement transparente pour les entreprises et les salariés, et c'est même le premier résultat de la théorie néolibérale que nous avons vu plus haut, la valeur de la monnaie n'a absolument aucun impact sur l'économie. L'inflation, lorsqu'elle est suivie d'une hausse équivalente des salaires, est même bénéfique pour tous ceux qui ont contracté un crédit pour investir dans leur entreprise ou même améliorer leur confort de vie. Dans l'économie réelle, les vrais gens sont avantagés par l'inflation lorsqu'elle est vraiment suivie d'une hausse équivalente des salaires.
On précise bien dans l'économie réelle parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui n'ont absolument pas envie que la boucle prix-salaire se mette en place, et il s'agit des investisseurs sur les marchés financiers et des plus riches. Commençons par le cas simple d'une personne très riche qui compte vivre de sa fortune sans rien faire. Elle possède 1 milliard d'euros. Elle se dit qu'elle peut voir venir puisqu'elle a beaucoup d'avance. Mettons qu'il y a une inflation de 7% chaque année et que sa fortune reste à 1 milliard d'euros. Avec ce taux, les prix doublent au bout de 10 ans. Cela signifie que le pouvoir d'achat de notre milliardaire a été divisé par 2. Les milliardaires détestent l'inflation qui fait fondre leur fortune. Vous ne verrez pas de chaîne de télévision détenue par un milliardaire vanter les mérites de l'inflation. L'autre catégorie de personnes qui haïssent l'inflation est le monde de la finance. Les investisseurs et établissements financiers vivent notamment en prêtant leur argent à des entreprises qui travaillent dans l'économie réelle. Prenons le cas simple de ce qui s'appelle une obligation. Lorsqu'une entreprise souhaite investir, elle peut se tourner vers les marchés financiers et émettre une obligation. Une obligation est un prêt et non pas un crédit, dont le capital se rembourse en une seule fois et dont les intérêts sont versés chaque année. Par exemple, une entreprise contracte une obligation d'1 million d'euros sur 5 ans à taux d'intérêt fixe de 5%. Chaque année, l'entreprise va verser 50 000 euros d'intérêt à l'investisseur et à la fin des 5 ans, elle devra rendre le million d'euros prêté. Le prêteur a gagné en tout 250 000 euros en 5 ans s'il n'y a pas eu d'inflation. Il a fait un bénéfice de 25%. Mais si pendant cette période l'inflation a été de 5% par an, ce qui coûtait 1 million d'euros au moment où l'investisseur a prêté son argent coûte désormais 1 257 000 euros. L'investisseur a perdu de l'argent. L'investisseur déteste perdre de l'argent. Nous avons vu dans la première vidéo que les retraités sont majoritaires parmi les votants en France. C'est le cas pour la majorité des pays d'Europe. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements s'échinent à transformer le système des retraites actuellement par répartition en système par capitalisation comme aux États-Unis. Dans notre système, les retraites sont payées directement par les travailleurs en ce moment. Cela signifie que lorsque les salaires augmentent, cela fait rentrer de l'argent dans les caisses de retraite. Et donc, on peut augmenter les retraites d'autant. Au contraire, dans un système par capitalisation, la retraite de chaque travailleur dépend de ce qu'il a cotisé pour lui-même toute sa vie. Donc, s'il y a de l'inflation, ce qu'il a cotisé tout au long de sa vie ne vaut plus rien au moment où il arrive en retraite. Le retraité américain qui a mis son argent en fonds de pension ne vit pas du travail, mais vit du capital. Et les fonds de pension américains luttent donc en permanence contre l'inflation. Passer à la retraite par capitalisation permettrait aux grands groupes de la finance de gagner énormément d'argent, justement en s'occupant de la gestion des retraites, mais en plus permettrait à ces mêmes groupes de prendre en otage les retraités en s'occupant de leur retraite pour les forcer à lutter avec eux contre l'inflation et contre la hausse des salaires. Pour finir, le dernier argument que vous pouvez entendre à la télévision contre l'inflation est celui de la baisse de la valeur de la monnaie à l'international. C'est encore un faux argument. L'inflation, c'est l'augmentation des prix au sein d'un pays. Donc, c'est l'augmentation des prix dans un territoire donné avec une monnaie donnée. Cela ne renseigne en aucun cas sur la valeur de cette monnaie à l'international. Lorsque la valeur d'une monnaie baisse par rapport à d'autres monnaies, cela s'appelle de la dévaluation et pas de l'inflation. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'inflation en France, c'est-à-dire que les prix français montent, que l'euro se dévalue. D'ailleurs, nous avons vu dans la deuxième vidéo qu'absolument tous les pays occidentaux ont de l'inflation en ce moment. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de penser que la dévaluation de l'euro soit un problème pour les Français. Bon, déjà, il y a plein de pays qui utilisent l'euro comme monnaie, donc il n'y a aucun problème d'échange au sein de ces pays, même si l'euro se dévalue. Mais en plus, si jamais l'euro se dévaluait, cela faciliterait fortement les exportations. Et de l'autre côté, cela pèserait sur les importations qui deviendraient plus chères. Et donc, ça forcerait les entreprises françaises à se fournir localement et donc cela dynamiserait la production française. Puisque le gouvernement français affirme depuis des décennies qu'il faut absolument réindustrialiser la France, alors il est grand temps de commencer à dévaluer l'euro. Les seuls vrais grands perdants de la mise en place de la boucle prix-salaire sont ceux qui vivent de leur capital et pas de leur travail. Ce sont les rentiers et le monde de la finance. Il y a une vraie pression médiatique aujourd'hui pour bloquer les salaires et dire que ça va empêcher l'inflation. Ce blocage des salaires est censé empêcher les prix de monter puisque les Français n'auront juste plus assez d'argent pour consommer comme d'habitude. Le but avoué est donc de pressurer les Français et de les appauvrir pour sauver la valeur de la monnaie. Or, la monnaie, ça n'est pas une fin en soi. La monnaie n'est qu'un outil et la seule chose qui devrait importer aux politiques français, c'est le bien-être de la population. Le changement de valeur de la monnaie ne nuit pas aux Français, mais uniquement à une toute petite caste. La politique austéritaire n'a pas d'autre justification que celle de sauver le capital financier de cette toute petite caste
en appauvrissant un peu plus les Français et en permettant à cette petite caste de s'enrichir un peu plus en privatisant les services autrefois publics. En plus, nous avons vu précédemment que les milliardaires et les établissements financiers sont directement la cause de la création monétaire de masse, et ils ont été à l'origine des 2 dernières crises. À cette occasion, ils ont poussé les États à créer de la dette énorme, et tout l'argent de cette dette a finalement atterri dans leur poche. Ceux qui débordent un tout petit peu dans l'économie réelle, très peu par rapport à toute la masse qui est sur les marchés financiers, leur fait pousser des cris d'orfraie. Ils passent donc à l'offensive en envoyant leurs sbires sur les plateaux de télévision, en essayant de convaincre tout le monde qu'il faut absolument bloquer les salaires, supprimer les investissements publics et supprimer les services publics. Et tout ça de façon à garder la fortune qu'ils se sont faite sur le dos des vraies gens, ce qui est complètement ubuesque. Au passage, s'ils réussissent à organiser leur blocus économique contre le peuple, ils pourraient bien réussir à organiser une vraie récession économique, voire même une rareté de la monnaie. Pour mémoire, si on dit que lorsqu'il y a trop de monnaie, il y a de l'inflation, une augmentation des prix, mais c'est l'inverse si jamais il y a une rareté de la monnaie, alors il y a une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix des salaires. Et là, dans ce cas-là, l'économie s'effondre, puisque très rapidement, les gens ne peuvent absolument plus payer leur crédit. Donc la seule menace d'effondrement économique vient aujourd'hui uniquement des mesures mises en œuvre pour soi-disant sauver l'économie de l'inflation. Tout cela évidemment promu par des milliardaires et le monde de la finance qui sont directement à l'origine de cette inflation. C'est comme si on avait des escrocs puissants qui, pour faire fortune, empêchaient les médecins de soigner les malades et ensuite soudoyaient les pouvoirs publics pour les forcer à se faire injecter leurs produits miracles. Oh wait.